premier concours d'éloquence de la saison à Sciences Po. Le premier concours, c'est toujours un concours en partenariat avec une autre association. Et comme vous le savez, cette année, SPK a décidé de s'associer avec Sciences Po Environnement. On a vu tout au long de l'été dans votre présentation Facebook et dans votre engagement ensuite dès le début de l'année que, en tout cas aux premières années, l'environnement semblait être une cause qui vous tenait à cœur. Peut-être un peu plus que l'égalité homme-femme, on ne sait pas. En tout cas, on a hâte d'entendre ce que vous avez à nous dire pour essayer de sauver notre planète. Quelques petites précisions pour les candidats. On vous a donné 3 minutes. On ne sera pas trop strict à ce sujet, mais quand même, vous aurez un premier coup de crayon à 2 minutes 30, donc il vous restera 30 secondes, et 2 coups de crayon à 3 minutes. Voilà. Sachez qu'on prend en compte votre respect du temps dans l'évaluation finale. Voilà. Je vais laisser la parole aux co-organisateurs de cet événement. Et, ouais, on leur demandera le... C'est un PowerPoint, on leur demandera le PowerPoint et... Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux. C'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui membre du jury de ce concours d'éloquence. Donc on va procéder aux remerciements. Tout d'abord, monsieur le professeur Joren Zonle, qui présidera notre jury. Mademoiselle Sian Stark, co-présidente avec Roland Girard de Sciences Po Lévy. Je souhaiterais aussi remercier donc, les 2 autres membres du bureau de Sciences Po Environnement, Marie Tiburs et Judith Heidebreck. Et je ne vais pas faire de plus long discours, je vais laisser ça aux spécialistes. Sans pétrole, la fête est-elle plus folle? Bah ouais, parce que si tu bois du samplon à une soirée, bah c'est pas bon. C'est le cas de le dire, cette question ne tient pas la route. Bien sûr que sans pétrole, notre existence serait plus folle. Parce que ce pétrole, cette simple huile minérale, est devenu le symbole de toutes les dérives de la machine capitaliste. L'argent a maintenant une odeur et une couleur, et c'est celle de l'or noir. Combien de conflits sous des motifs à peine cachés se sont-ils déclenchés pour briller les cabarils? Il suffit de lire le tout nouveau dictionnaire de l'Homo petroleus. Prenons une définition au hasard, par exemple le désert. Unité, endroit pour puiser du pétrole. Une hausse du prix du baril, des poches encore plus remplies. Et combien de vies sacrifiées pour un baril? La réponse est épineuse, et encore moins politiquement correcte. Car partout où coule le pétrole, coule le sang. De nos jours, c'est un fait. Celui qui contrôle le pétrole contrôle le monde. On parlait d'âge de pierre, du fer et du bronze, et je parlerai aujourd'hui à regret d'un âge du pétrole. D'ailleurs, la fête est au premier degré une solennité religieuse. Cela veut-il dire que nous sommes conviés par le système qui élève le vide pétrole à un rang sacral divin? Non mais imaginez, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur les sols comme dans les sous-sols, que ce saint pétrole jaillisse pour nous, misérables consommateurs. Cela ne choque d'ailleurs personne que ce monstre pétrole continue secrètement, en ce moment même, d'étendre son royaume qui devient de plus abject de jour en jour, le 7e continent. Mais rêvez une seconde d'un monde sans pétrole. Sans parler d'une ultime solution, cette disparition causerait moins de corruption et de morbide fascination sur les fluctuations des prix de l'or noir. Certains auraient moins de pactole, et la fête serait plus folle. Elle pourrait même enfin commencer. Mais seulement, est-ce aussi facile que de prétendre les plus radicaux de nos écolos? Après cette farandole de paroles, je terminerai par cette hyperbole. Le pétrole fait voyager loin, mais rétrécit l'horizon. D'ailleurs, si nous continuons ainsi, plus personne ne sera là pour le voir.
Les beaux discours de ce soir peuvent parfois élargir cet horizon, et même s'ils sont bien faits, en révéler de nouveaux. Mais nous ne sommes quand même pas seulement ici pour réciter de belles phrases et s'auto-congratuler. Nous parlons d'environnement, n'est-ce pas? C'est pourquoi ces discours, parfois lyriques et abstraits, doivent plutôt servir d'impulsion à des mesures concrètes et réalistes. Et ici s'arrête la mission des mots, pour laisser place à celle des actes. Alors Julien, tu as cité une prière, tu as aussi cité l'or noir. Est-ce que Tintin au pays de l'or noir est-il notre Nouveau Testament? Je pense que c'est encore une question de merde, hein, comme le la méthode la plus folle. Je pense que vous avez peut-être pas trop d'originalité, c'est pour ça que vous choisissez l'environnement, un thème plutôt bateau. Et je finirai par dire que à SPK ou SPE, l'originalité c'est comme le pétrole, c'est pas renouvelable. Et cher public, si nous sommes ici aujourd'hui ce soir, c'est pour répondre à une question simple. Les Bretons, noble peuple sous-représenté sur notre beau campus de Nancy, doivent-ils espérer le réchauffement climatique? Pas de plan cartésien ce soir, ne vous inquiétez pas, mais plutôt une question que j'aimerais vous soumettre. Si la Bretagne est touchée par le changement climatique, ne serait-ce pas mieux pour tout le monde? Attention à l'emballement toutefois, on passerait probablement de 10 à 12 degrés en été. Mais tout de même, la côte d'Opale rivaliserait enfin avec la côte d'Azur. Brest deviendrait le Cap d'Agde. Et Mur de Bretagne atteindrait enfin le stade de métropole dynamique qui lui est promis. Les Gwenaël et autres Merlins évolueraient vers une nouvelle identité, passant de pêcheurs de crevettes à joueurs de boules, de buveurs de cidre de Chouchen à avaleurs de pastaga. Le tourisme serait en pleine expansion et la Bretagne serait enfin riche, enfin forte et enfin indépendante. Let's make Britain great again. Pardonnez-moi cet écart, mais en étant appelé Tanguy, je n'ai pas pu contenir mon chauvinisme ancestral. Pour revenir sur un plan plus concret, il n'y a que des avantages au réchauffement climatique pour les Bretons. Et je ne dis pas ça parce que je suis lobbyiste, hein. Mais si Total veut me faire un petit virement. Enfin bref, vous voyez le tableau. La Bretagne deviendrait la première destination touristique mondiale, arborant fièrement ses températures tempérées. Car ne nous mentons pas, à part peut-être l'Islande ou Le Havre, il n'existe pas d'autre endroit sur Terre où froid et pluie se conjuguent aussi bien. Et quel essor potentiel pour les clubs de foot! Le Stade Rennais deviendra l'équipe à abattre, Lorient, l'outsider. Ah, mon raisonnement n'a pas l'air d'être évident pour tout le monde. Mais si réfléchissez bien... Ah ça y est, je commence à voir la compréhension se dessiner sur vos visages. La solution miracle pour que les clubs bretons dominent l'Europe du football, ce sont bien évidemment les algues vertes. Grâce à la montée des eaux, elles seront aux portes des villes et les joueurs muteront. Joren Gourcuff sera peut-être même capable de jouer une mi-temps complète, imaginez! Comment ça, du dopage? Une simple stratégie d'entraînement, voilà tout. Et puis entre nous, si la montée des eaux est incontrôlable, qui s'en plaindra? Parlons sérieusement un instant. Brest, Vannes, Saint-Brieuc. Est-ce que parfois leurs habitants eux-mêmes n'ont pas envie d'effectuer le fameux suicide rituel breton? Boire de l'eau de mer jusqu'à ce que mort s'en suive? Tout pour échapper à la vie là-bas. Pour échapper à la pluie pendant 400 jours par an. Hein? Un record international, je le concède. Pour ne plus être représenté par Gauvin ou Panoramix. Pour ne plus écouter du Trian en boucle. Enfin bref, si la Bretagne devient enfin THE destination touristique grâce à ses plages paradisiaques, je vous conseille de vous habituer aux Bretons. Donc moi je vous dis Kenavo, de mer bien évidemment.
de sanglier dans ce cas-là? Écoutez, je pense que nous avons tous lu Astérix. Et nous savons que dans le tour de Gaulle d'Astérix, Astérix et Obélix achètent une bouillabaisse. Et la bouillabaisse, pourquoi est-ce que cela ne remplacerait pas le sanglier dans l'esprit traditionnel gaulois? Good cop, bad cop, anyone who's ever seen Law and Order or any other police TV show knows all about it. The good cop is trying to empathize with the suspect and find out about their needs. And the bad cop is rather in favor of tough love and just a tad of police brutality. In this interrogation scenario, an imminent threat of physical integrity paired with a more accessible and nice person do the trick. But what does any of that have to do with climate change or SPÖ? Well, let me tell you about another COP, COP21, the 21st Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change. Isn't that a mouthful? Understandably, you more likely know it as the Paris Agreements, which were worked out on that occasion. And why is that? Well, this convention dates back to 2015, and I don't know about any of you, but back then, I certainly wasn't aware of the UNFCCC. But thanks to a courageous president who decided that his country, which contributes almost 18% of the global greenhouse emissions, shouldn't be part of these accords anymore. So we've heard quite a lot about them recently. And why should the US be held accountable for anything anyway? But here's the problem. The Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change is all nice and dandy, but they cannot actually force anyone to sign the accord or execute the set goals. In that capacity, they are much like a good cop, playing nice. A good cop acts in accordance with the law, and so does COP21. As you might know, if you paid any attention to Mr. Zunda's lectures, there is a hierarchy of norms and national sovereignty, meaning that no supranational organization, except the EU, can enforce anything on a state that is non-compliant, such as our dear United States, for example. So, for as long as the UN is just an intergovernmental organization, they cannot force anything on anyone, and the climate will just have to see for itself. Here's the conflict of democracy and efficiency. A bad cop is effective in extracting a confession, but is just not allowed to threaten or actually exercise any violence on the suspects, because human rights exist. So, do the ends justify the means? I hope your answer is no. So unless there's a democratic dictatorship of the environmental protectionists, large-scale global change remains unlikely, and like a good cop, the UNFCCC has to let the US go because they have no basis for an arrest. So we'll just keep on demonstrating and holding imaginary trials while climate conferences remain little more than a great photo op. You mentioned Donald Trump. Has he a right on leaving the Paris Agreement? Well, unfortunately, we cannot hold him in custody. So, yeah, he does. Until the environmental rights mean anything more than they do at the moment. Chers camarades, chers jurys, si seulement nous écoutions encore les médecins, l'état de pandémie aurait été décrété depuis longtemps. Plus contagieuse qu'Ebola,
plus virulente que la peste, plus persistante que la lèpre, le virus de l'espoir est le mal du siècle. L'espoir est dangereux parce que son symptôme principal consiste en l'anesthésie partielle des consciences. Telle est sa description clinique. Le malade espère pour se donner la force morale d'attendre une situation meilleure que celle qu'il subit, même si elle est difficile, surtout si elle est intolérable, et en cela adopte un comportement autodestructeur. Par essence, l'espoir est un attentisme, et plus précisément un attentisme contagieux. Alors que le réchauffement climatique pourrait atteindre 7 degrés d'ici la fin du siècle, que l'élévation du niveau des mers fera au bas mot 300 millions de victimes, dont la moitié se concentreront dans les pays pauvres d'Asie du Sud-Est, que la masse totale des insectes existants dans le monde a diminué de 2,5% chaque année depuis 30 ans, nous ne réagissons pas. Certes, en Europe, des villes se rassemblent autour de la transformation de leurs pratiques en matière d'énergie, de logement ou de transport. Certes, certaines entreprises se projettent vers une économie projetant moins de carbone, et même le monde de la finance réévalue peu à peu sa politique d'investissement à la lumière de la crise climatique. Mais nos États démocratiques seront le maillon faible de cette mobilisation tant que nous persisterons dans l'espoir. Et pour cause. L'action a un coût, hors de l'espoir, irrationnel dérive de l'optimisme. Certains font encore le prétexte coupable de leur passivité. Tout au culte d'un Deus ex machina de théâtre, censé résoudre les problèmes devant lesquels ils capitulent, basiquement les autres, ils ont perdu leur sens tragique, en même temps que celui des responsabilités. Leur rapport au monde est trop comique pour appréhender la fin de l'humanité. Malgré leurs costumes et leurs cravates, leurs études et leurs poses sentencieuses, leurs sommets internationaux à répétition, ils sont devenus des clowns. Sans les rouges et l'air mélancolique qui laisse penser que le clown, au fond, en sait de quoi il retourne. Les héros d'une mauvaise comédie. Heureusement, une petite élite de scientifiques et de citoyens éclairés refuse la débandade et garde les pieds sur terre. Elle nous exhorte d'interroger les modes de production et de consommation qui font des hommes des prédateurs de la nature, de viser la neutralité carbone d'ici 2050 pour contenir le réchauffement climatique sous la barre des 2%, des 2 degrés, de laisser sous terre la plus grande partie des énergies fossiles. Elle nous dit aussi qu'il nous reste 10 courtes années pour gagner la partie. Alors, je vous le dis, il est plus que venu le temps de se mettre à la hauteur des enjeux, en décrétant l'état d'urgence des consciences, qui n'est rien de plus que la révolte, qui n'est rien de moins que le retour de la morale. Nous sommes radicalement libres, donc radicalement responsables de notre devenir individuel, en même temps que de celui de la civilisation tout entière. Que chacun regarde en face l'abîme écologique qui menace et agisse désormais comme s'il était le seul sur Terre. Et quand la tâche paraîtra vaine, nous nous rappellerons cette citation d'Albert Camus. La révolte, c'est le condamné à mort qui refuse le suicide. Je vous remercie. J'avais cru être clair à la fin de mon discours, mais je pense profondément que plutôt que l'espoir, il va nous falloir carburer à la révolte. Honte à vous, honte à eux, honte à nous. Oui, vous, boomers, qui saviez quel risque la planète encourait. Oui, eux, les dirigeants politiques, qui, premiers concernés par le dérèglement climatique et la montée du niveau des mers et des océans, car censés protéger les populations dont ils sont les représentants, n'ont pas pris les mesures nécessaires pour contrecarrer les risques qui s'annonçaient toujours plus grands et durs à résoudre. Oui, nous, êtres humains, hommes et femmes, qui, jusqu'à maintenant, avons failli à répondre correctement aux défis qui s'amoncellent devant nous. Protocole de Kyoto, charte de l'environnement à valeur constitutionnelle, ou encore accord de Paris, n'ont été, pour l'instant, que de belles déclarations sans conséquences.
et qui n'ont servi de base qu'à de beaux discours et non pas à des engagements concrets et efficaces. Du vent! Du vent! À l'heure du réchauffement planétaire, dû à l'augmentation de la concentration atmosphérique en gaz à effet de serre, nous osons, ironiquement, ne produire que du vent. On sait pourtant bien l'absence de rentabilité du domaine éolien. Alors, est-ce ainsi que tout se termine? Le permafrost va-t-il intégralement fondre, laissant échapper encore plus de gaz carboné? L'espérance de vie va-t-elle se mettre à décroître du fait de notre incapacité à nous protéger efficacement contre cette pollution insidieuse? A-t-on perdu le combat d'avance? Tout est-il déjà terminé? Voilà le genre d'appel défaitiste que nous pouvons entendre. Voilà la fin que certains nous prédisent. Allons-nous déjà rendre les armes? Serons-nous à Belfort Dumbledore ou Harry Potter? Je dis et j'assume ma réponse, mon indécrottable optimisme, peut-être ma naïveté, en tout cas ma détermination. Non, il n'est pas trop tard. Nous pouvons encore sauver les meubles à défaut de sauver toute la maison. Cette dernière brûle, la belle affaire. Nous éteindrons l'incendie. Des espèces disparaissent, nous préserverons celles qui restent et nous recréerons celles qui ont disparu grâce à leurs données ADN. Les migrations climatiques vont aller en s'intensifiant. Nous accueillerons celles et ceux qui en ont besoin et nous trouverons des solutions sur place. Bien sûr, ces idées sont simplistes et ne correspondent pas vraiment à la manière dont nous réussirons à relever ce défi. Mais la philosophie que je développe en toile de fond, elle, est essentielle. Quelle est-elle, cette philosophie? Eh bien, c'est tout simplement la philosophie d'un chef scout qui ne peut éduquer les enfants dont il a la charge, tout en se disant qu'ils auront une espérance de vie moindre que la sienne. C'est celle d'un chef scout qui passe la majorité de ses week-ends à éduquer les citoyens et les citoyennes de demain et qui ne peut se résigner à l'ennéguer une France et un monde sale, pollué et irrespirable. C'est celle, enfin, d'un humaniste qui croit dans les valeurs de la République et qui ne peut se résoudre à abandonner le combat de notre siècle. Alors, les calottes glaciaires peuvent cuire, les carottes, elles, ne le sont pas encore. Les glaces peuvent fondre, notre détermination, elle, n'en sera que plus grande. Quitte à ne sauvegarder que les calottes que nous pourrons mettre au grand de ce monde qui ne respecte pas leurs engagements, nous réussirons. Wir schaffen das, comme dirait Mouti. Citoyens, il n'est pas trop tard. Ensemble, et je reprendrai ici une maxime de Baden-Powell, qui est d'ailleurs aujourd'hui devenu le symbole des scouts et guides de France, nous ferons de notre mieux, de la part de Colibri qui nous incombe à tous en tant qu'individus, au travail de titan qui attend les États et les firmes transnationales. Pesons de tout notre poids, faisons preuve de dynamisme et d'inventivité. Au gré des combats, des déceptions et des espoirs, nous créerons un monde plus vert où l'entraide prime, un monde enfin que nous serons fiers de donner en héritage à celles et ceux qui nous suivent. Merci. Ayant dépassé votre temps, vous êtes invité à vous rasseoir. Le steak, métaphore évidente de l'état de notre planète. Il est vrai, les présidents de sciences polémiques m'ont bien cerné. Tel Astérix encerclé par les Romains, je suis un des derniers mangeurs de viande sur ce campus.
Mais n'en déplaise au jury, j'ai choisi d'ouvrir le sujet aux végétariens, véganes, végétaliens, bref aux herbivores en tout genre, en utilisant un exemple le plus éco-friendly. Anecdote assez nulle. Entre deux cours, il y a quelques semaines, je suis allé m'acheter un sandwich dans une boulangerie Place des Vosges. 4 € le sandwich, très cher pour un étudiant, mais toujours moins une arnaque que les crocs au théâtre lors de la JPO. Et je commande un excellent sandwich au jambon de Bayonne, pesto et tomates séchées, et le boulanger me pose une question très simple: quelle cuisson la baguette? J'hésite, je panique, je transpire. Après 2 heures de cours de maths, avancé, je tiens à préciser, cette question me paraît bien complexe, d'un niveau comparable peut-être au test d'institution politique. Et moi, de demander au boulanger, je suis censé vous répondre quoi en fait? Après avoir auto-diagnostiqué la significative baisse de mon QI, je réalise qu'une baguette peut être un peu plus ou un peu moins grillée. Comme pour le steak, la cuisson peut aboutir sur plusieurs résultats en fonction de la durée et de l'intensité. Pour la planète, c'est pareil. Les conséquences d'une planète bien grillée, bien tendre, comprenez donc bien que les conséquences d'une planète bien grillée, bien tendre, bien juteuse ne seraient pas du tout les mêmes que celles d'une planète qu'on aurait oubliée au four. On oublie souvent dans les débats publics, mais il n'existe pas plusieurs scénarios concernant le dérèglement climatique. 1,5 degré n'aurait pas du tout les mêmes conséquences que 2,5 ou même 3 degrés de réchauffement climatique. En ajoutant 1 degré ou 1,5 quasiment inévitable aujourd'hui, on passerait par exemple d'une augmentation du niveau des océans de 50 cm à 80 cm. Ce qui serait catastrophique évidemment pour des pays du tiers-monde ou pour même des villes mondiales comme Tokyo ou Miami. Le tout sans même embêter les Bretons. Au lieu de 15, nous aurions 30% d'augmentation des brusques sursauts climatiques et les épisodes caniculaires pourraient être à l'origine d'une grande vague migratoire et nous obliger à relocaliser et délocaliser des campus délocalisés, Poitiers ou Menton. Au lieu d'avoir 70% des coraux qui disparaissent pour 1,5 degré, nous aurions avec 2,5 degrés une disparition totale de ces derniers. La disparition des coraux violets serait évidemment un accomplissement, mais nous nous devons de protéger les coraux rouges et blancs. Au lieu de baisser de 5%, le rendement des champs céréales en Europe pourrait perdre jusqu'à 10%, ce qui logiquement augmenterait le prix de la nourriture. Imaginez-vous Lidl être le nouveau Monoprix. Et qui dit hausse du prix des céréales, dit évidemment hausse du prix du houblon. Bref, vous l'aurez compris, les conséquences d'une cuisson trop longue sont dramatiques. Alors mettons tout en œuvre pour éteindre la plaque le plus vite possible. Pour le steak bleu, c'est trop tard, mais pour un steak saignant, c'est bon. Quelle cuisson? On reste dans le franco-allemand, je peux vous recommander les steaks de chez DM en Allemagne, qui sont pour moi la seule alternative actuellement au steak classique. Après une Greta Thunberg, verte de rage à l'ONU, dénonçant l'inaction politique et revendiquant son enfance disparue, après un galop de droit constitutionnel sur Nicolas Hulot et ses mesures environnementales, place aujourd'hui au concours d'éloquence entre Sciences Po Lémiques et Sciences Po Environnement. Décidément, les écologistes nous auront bien fait chez ce mois-ci. Parce que oui, moi aussi j'ai quelque chose à revendiquer. Le temps est bon et le ciel est toujours bleu, outre les 171 jours de pluie à Nancy. Donc arrêtons l'hypocrisie s'il vous plaît. La réalité c'est que même si c'est beau de tirer une quelconque sonnette d'alarme sous un prétexte de fin du monde, que faisons-nous concrètement à Sciences Po pour le réchauffement climatique? Une étude scientifique montre qu'il y aurait 3 catégories de scientistes. La première, les plus volontaristes. Ce sont ceux qui s'engagent à Sciences Po Environnement et vont marcher une fois par an, excusez-moi, comme le climat. Ok, j'avoue, je suis dure. Ils dénoncent aussi le capitalisme tout en faisant acheter à la moitié des sciences pistes des gourdes en acier inoxydable pour éviter la propagation du plastique. Mais big news, le plastique c'est hyper écolo, sachez-le. En effet,
On estime aujourd'hui que le meilleur moyen d'avoir un impact écologique le plus restreint est de ne pas avoir d'enfants. Alors, utilisez des capotes pour laisser vivre les calottes, s'il vous plaît. Antoine de Saint-Exupéry aurait dit « On n'habite pas de la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants. Au moins on aura résolu le problème. Si t'as pas d'enfant, t'empruntes la terre à personne. Et tu peux enfin faire un voyage en avion à l'autre bout du monde sans culpabiliser. Dis-moi Mathieu, c'était bien ton voyage à New York? Et en Autriche. Bon. Après les volontaristes, il y a ceux qui ont l'envie de bien faire, mais pas trop quand même. Donc ils achètent les paniers bio. Mais détrompez-vous les gars, on vous voit, on sait tous ce que devient ce butternut qui a plus le goût de terre qu'autre chose. Et indice, c'est pas de la soupe. Enfin, la dernière catégorie, ce sont les flemmards, ceux qui font le minimum, c'est-à-dire le tri sélectif. Mais bon, avec les 14 poubelles de couleurs différentes, big up aux daltoniens, et une ville de Nancy qui nous demande d'aller chercher des sacs biodégradables nous-mêmes, les flemmards abandonnent vite. Bref, on nous parle de la 6e extinction de masse et de ses conséquences, mais moi, les réfugiés climatiques, je ne les vois pas. Ici à Nancy, pas de canicule. Pourquoi parler tout à l'heure de réchauffement climatique? Je n'ai pas raison. Pour conclure, je tiens quand même à souligner que Sciences Polémiques a fait des efforts en matière d'écologie cette année. Ils ont clairement recyclé les sujets. On est tous d'accord ici que pour dire que dans une conversation, on en arrive à parler météo quand on n'a vraiment plus rien à dire. J'en déduis donc que mon sujet, le temps est bon, le ciel est encore bleu, est un peu à la rhétorique, ce que sont les toilettes sèches à l'écologie. Intéressant en théorie, mais lamentable dans la réalité. Mais lequel de tes amis est ton amoureux? Je dirai rien. Franchement, pour être honnête, quand j'ai vu mon sujet, je me suis dit, je vais devoir charbonner, sans charbon parce que hashtag SPE, mais je me suis dit, 6e continent, est-ce qu'on sait vraiment où c'est? À part une attraction du Futuroscope, je pense que personne ne peut vraiment répondre ce que c'est, où c'est, et c'est quoi la définition. Bon, je précise ici que je parle pas de l'Antarctique, de toute façon, je fais personne, il n'y a personne là-bas. Mais franchement, est-ce qu'on sait vraiment où c'est? Est-ce qu'on s'y est déjà intéressé où c'est? On a déjà entendu, mais honnêtement, est-ce qu'on a déjà cherché sur Google? Qu'est-ce que c'est le 6e continent? En plus, en soi, le plastique, c'est pas si dangereux que ça. On aime bien ça dans les bouées gonflables l'été, sur nos bouées. Si on peut nager dans une eau chlorée toute dégueulasse, qu'est-ce que ça fait que quelques bouts de plastique au milieu du Pacifique? Non, parce que je précise, j'ai dû chercher. Le 6e continent, c'est apparemment au milieu de l'océan Pacifique. J'étais obligé parce que je prépare un concours d'éloquence sur l'environnement. En plus, maintenant, le plastique, c'est génial parce qu'avec quelques retouches, la chirurgie plastique, justement, me permet d'oublier que je vais crever tout ridé. Et je pense que du coup, ça met un petit peu d'optimisme dans nos vies. Mais je crois qu'on a bien tort. Enfin, on a tort en tant qu'humains. Parce que nous, en tant qu'Européens, on n'a pas tort. Tout ça, c'est la faute de la Chine. C'est là-bas qu'il y a toute la pollution. C'est là-bas qu'il y a plein d'usines. C'est là-bas qu'on va construire des aéroports dans des villes où il y en a déjà. Non, ça c'est en France, mais c'est pas grave. C'est là-bas qu'on muselle le militantisme politique. Non, ça c'est aussi chez nous. Mais bon, bref, c'est dans les pays émergents. D'ailleurs, ça tombe bien, le 6e continent, immergé ou émergent, je crois qu'on peut accuser directement la Chine, l'Inde ou le Brésil, parce qu'en fait, on n'y est pour rien, on n'a pas à s'inquiéter. Non, mais je précise quand même, objectivement, qu'on est en train de vivre un grand cataclysme, mais à part ça, sur plusieurs unes du 20h, 3 jours de suite, on voit que le cumulonimbus sur nos côtes bretonnes, mais c'est pas grave.
Bon bref, après tout, si c'est pas grave, quand on ira se baigner plus tard à Plastic Beach ou à Plastic Beach Gastro, parce que maintenant on fait des restaurants sur toutes les plages, à Plastic Beach Bio. D'ailleurs, on pourra s'en vanter parce qu'on sera tout fiers de ça. On n'est jamais assez indulgent avec soi-même. En fait, on trouvera que ce sera pratique. On aura trouvé des noms pour les restaurants directement sans rien faire. Mais on n'aura même plus besoin de prendre d'assaisonnement parce qu'on aura toujours un arrière-goût de plastique. Ce sera pratique, je me disais bien, le plastique, il y a forcément des avantages. Et puis on entendra parfois les enfants, on ne joue pas et on ne nage pas avec le plastique, c'est pas très très propre. Là, on deviendra un petit peu nostalgique du temps où on allait pêcher le coquillage. Mais franchement, si on est français, on n'en aura pas grand chose à foutre parce que ça ne nous concerne pas directement. On commencera peut-être à avoir les larmes aux yeux si on est sensible, mais encore une fois, si on est français, on fera rien. Pas besoin d'une trop grande plasticité cérébrale pour comprendre que l'heure sera grave. En fait, le 6e continent, il est émergé aujourd'hui, mais dans notre esprit, je pense qu'il est toujours immergé. Dans notre tête à nous, un petit peu égocentrique, on va bien dire. On se dit que on a acheté un tote bag, donc on n'a pas vraiment besoin de lutter pour l'écologie. On précise quand même que le tote bag au passage, c'est des lacs et des lacs vidés, mais de toute façon, c'est pas grave, on se baigne pas dans les lacs. En tout cas, si j'étais un sac plastique, personnellement, je serais content. Hein. Parce que j'ai rien fait, j'ai été au début jeté dans une poubelle comme une merde, mais à la fin, j'ai connu une ascension sociale énorme, j'ai formé un continent. Je me demande ce que les humains ont dans la tête. Apparemment, des milliards de résultats sur Google en quelques secondes, mais des décennies pour la survie. Je m'interroge. Décidément, le 6e continent, il est immergé pour nous, il est bien réel, mais il est surtout révélateur de notre état d'esprit, qui sans cesse reproduit, nous conduit vers la sortie. Vous avez parlé beaucoup de jeux. Est-ce que vous croyez que les dauphins aiment bien jouer là avec le 6e continent? Mais de toute façon, on n'en aura plus. On aura oublié qu'on les a aimés parce que les sacs plastiques les remplaceront. On aura oublié. On aura complètement oublié les dauphins pour la simple et bonne raison qu'avec les sacs plastiques, on sera content. On peut vivre, on peut crever, on peut jouer, on peut tout faire avec. Est-ce la fin d'une histoire, de notre histoire? Et quelle histoire? Une histoire éternelle, une histoire d'humanité, une histoire intemporelle, qui s'est pourtant terminée. Mon amour, immisce-toi dans l'histoire, hisse-toi hors de ce foutoir, hérisse-toi contre cette fatalité dérisoire. Le changement est-il irréversible? Tu étais mon foyer, ma vie, mon cœur. Tu étais mes rires et mes pleurs. Mon toit qui me protégeait et ma canne qui me soutenait, ma lumière qui me guidait, et l'obscurité qui me reposait, ma source qui m'abreuvait, et ma terre qui me nourrissait. Tu étais mon tout. Et moi, je ne te laisserai. Tu as pu m'effrayer, m'égarer, me mettre en danger, souvent me malmener, et parfois mal m'aimer, mais à trop vouloir te brider, te maîtriser, je t'ai méprisé. Mais triste était cette idée, et te voilà changé. Les bons temps sont passés, et des pluies qui viennent s'abattent désormais sur nous. Les océans de tes larmes ont inondé mes rives, et fait céder mes barrages. Je ne te reconnais plus, tellement tu t'es échauffé. Tu as atteint des degrés jusqu'alors inédits. Tu boues de l'intérieur, tu calcines de l'extérieur, tu incendies le monde. Tu fais subir tes foudres, tu laisses éclater tes orages. Tu fais passer tes ouragans, tu souffles tes cyclones, tu déverses tes tsunamis, bref. Sans être cynique, tu ne laisses que des sinistres. Mais je rêve du temps plus clément, le temps du soleil chauffant, des oiseaux chantants, des bourgeons florissants et du vent soufflant. Je t'ai si longtemps habité, et aujourd'hui je t'ai détruite. Que me restera-t-il de toi? Que ferais-je sans toi? Quel monde sans toi? Tu as été ma raison de vivre. Pour accomplir mes rêves, je n'ai qu'à te suivre. Mais j'ai été trop ivre. Et demain, mes enfants ne te connaîtront plus que dans les livres.
Mais comment on en est arrivé là? Qu'aurais-je pu faire pour éviter tout cela? Peut-être que nous étions trop naïfs ou trop optimistes. Te perdre me semblait si irréel. Mais j'aurais dû anticiper ton effondrement pour voir ton changement. Notre maison brûlait, mais je ne pense même pas qu'elle pouvait s'écrouler. Me l'imaginer à terre, calcinée, effondrée, m'aurait sûrement alerté. J'aurais pu voir que tu te déréglais. J'aurais pu voir que tu te dénaturais. C'est avec ces accents de fin du monde que je te le dis. Mon amour, ma bien-aimée, ma très chère planète, je m'en excuse, je n'ai pas su te protéger. Avec ce ton très mélancolique, tes histoires d'amour sont-elles vouées au même échec? C'est en souvenir d'une de mes histoires que j'ai écrit ça. Never. Never will the European Union become an environmental union. Unity, liberty, peace. These are the principles that make us fight. Before proclaiming that we are a union, we must adhere to these principles and let their light foster the dawn of the new people. Tomorrow waits for no one, much as the planet waits for no politicians to agree on what we stand for. It will not endure summit after summit, strike after strike with no change in sight. And so would it not be better for the European Union to become an environmental union? No, absolutely not. Saving the environment, advancing economic growth, improving global health, these are all the same battles that require the same passions. Salvaging our environment takes more than simply making it a priority or calling ourselves the environmental union. Instead, it requires fuel to rise from our ashes. Time has tested us, and we have stood the test of time. With the end of World War II, a history of war and obliteration belongs to the past of Europe. Amongst the rubble, a new match was lit for a new age. The European Union is born and unites people who have spent centuries setting each other ablaze. Today, more than 60 years after signing the Treaties of Rome, and just a few years after receiving the Nobel Peace Prize in 2012, this peace and prosperity faces a future of fire and brimstone. Our foundations are being shaken by threats of havoc and turmoil. Most of us can agree that it is now or never for the environment. We can answer the what, but we cannot answer the how. The European Union has never been perfect and will never be perfect. It is a never-changing entity, and it is us who shape it. And so let's contrast a lack of unity, cumbersome bureaucracy, democratic deficit, self-interested lobbying, and insufficient transparency with a vision. A vision that must be protected, to believe in, and ignite a common future for people in a united Europe. Let us be Europe. Let us protect our home with our principles that forge our weapons. Let us participate in decision-making through our active involvement in democracy, in elections, in defending European fundamental rights, and in making our voices the wave of change in our society. Let us take matters into our own hands. We make up the European Union. It is us that decide what our principles will be. The environment is a choice. Our choice. It's not simply a case of saving the environment, it's a case of saving ourselves, so let us choose to save ourselves. Choose Europe. Choose a future of sustainable prosperity. So the EU will never stand for a purely environmental union. Instead, it is a union molded by principles that allow us to quell the flames we set. So let us rise. Let us rise and protect our environment the way we know best, the European way. Think it's better to kill the European Union in order to protect our environment? No, I didn't say kill the European Union. I said use the principles that we are founded on and use them to become the tools to fight. Comment osez-vous? Vous allez voler mes rêves et mon enfance. Ouais. Et il va quand même assez fort pour une crise d'adolescence, je trouve.
Greta parle d'une enfance volée. Voyager le monde, tenir des discours dans les plus grandes institutions nationales et internationales, sécher les cours et encourager les autres jeunes à le faire, et en plus être félicitée pour cela, sachant que quoi qu'elle dise, elle a raison. Franchement, moi ça me va comme enfance. En plus, elle réalise le rêve de tout membre de Sciences Po Gauche ou d'SPE, engueuler les capitalistes à 16 ans en toute liberté. Mais de quoi se plaint-elle exactement? Ah oui, le réchauffement climatique. J'avais oublié ce petit détail-là. En même temps, agir contre le réchauffement climatique en Suède, c'est comme un Saoudien qui se plaint du froid, ou François Laval qui ne parle pas d'écologie. Ça n'a pas de sens. Si quelqu'un est responsable, ou plutôt irresponsable de l'enfance de Greta, ce sont certainement ses parents. Ils lui ont laissé faire n'importe quoi, et surtout laisser son petit caprice d'adolescente prendre de bien grandes envergures. En fait, Greta, elle en a juste marre de devoir être végane, de faire du vélo, d'avoir le même nom de famille que le lit Ikea sur lequel elle a été conçue. Et de devoir voyager sur un voilier alors que son grand-père n'en avait rien à faire. Mais non, vous l'aurez compris, ce sont des hommes politiques des anciennes générations dont elle parle. Ce sont eux qui ont fait des promesses vides pour ne finalement rien faire. C'est un clash des générations. Greta pense qu'on lui a volé son enfance normale, d'enfant qui va à l'école et qui joue dans la cour de récréation, parce qu'elle est obligée d'agir pour sa génération et pour la Terre. On peut donc dire que les hommes qu'elle accuse n'ont pas volé son enfance, mais plutôt son futur. Car oui, promettre l'action contre le réchauffement climatique et avoir la croissance économique comme objectif principal, ça ne va pas vraiment ensemble. Et c'est Greta qui leur a appris tout ça, en précisant que lorsqu'ils ne seront plus parmi nous, nous vivrons dans l'enfer que va devenir la Terre. Et oui, la vérité sort de la bouche des enfants, comme on dit. Certains vont même jusqu'à dire que Greta se fait manipuler par des adultes. Ou par qui? Un groupe terroriste vegan? Nicolas Hulot qui a peut-être enfin trouvé les moyens pour mettre en œuvre sa politique sur la 5e République. Qui a volé l'enfance de Greta Thunberg? C'est son papa. C'est Angela. Ainsi que tous ses homologues en costume cravate. Merci beaucoup. Comment vous auriez alors manipulé Greta? Si vous avez bien entendu mon discours, vous avez remarqué que je n'ai pas adressé une partie de Greta, c'est-à-dire qu'elle est autiste. Donc je pense que manipuler une petite fille comme ça, c'est plutôt facile. Le vert est à la mode, indéniablement. J'aurais pu donner en exemple le retour en force dans les rayons de Franklin la Tortue, mais celui moins complexe du score des partis écologistes aux dernières européennes me semble plus pertinent. Si leur pourcentage n'atteint pas la quasi-majorité absolue que reçurent les écolos à cette joyeuseté que fut Eurocosmos l'année dernière, il n'en reste pas moins conséquent. Alors oui, ils ont le vent en poupe et on les voit déjà, dans une quinzaine d'années, voguer vers les hautes sphères du pouvoir. Un terrarium dans une main et l'autobiographie de Yannick Jadot, Comment j'ai failli devenir président, dans l'autre. Néanmoins, peut-on trouver une idéologie conséquente derrière les pancartes plus chaudes que le climat ou les accusations grimaçantes de Greta Thunberg? Les Verts sont-ils vraiment à moitié pleins? Pour certains, l'écologie est un phénomène de société, plus qu'un véritable regard sur le monde. Il est vrai, les partis de tous bords se bousculent au portillon pour assurer leur nouvelle conversion. Il est vrai, il y a 3 ans, les jeunes qu'on voit aujourd'hui dans les manifestations allaient au McDo sans vergogne et se faisaient couler des bonbons de temps en temps. Il est vrai, même Thibaut Inchek fait des vidéos sur l'écologie, telle l'excellente Comment prendre de la masse en étant vegan. C'est dire.
Mais au fond, l'urgence de la situation ne prévaut-elle pas sur la manière dont les gens en prennent conscience? Je sais que je vais un peu vous surprendre en disant ça, mais le réchauffement climatique existe bel et bien. Il est des endroits où la chaleur quotidienne dépasse celle d'un 4e étage du blog en soirée. C'est pour cette raison que les Verts viennent à s'imposer dans le paysage politique, et non pas parce qu'ils ont placé Eva Joly à l'avant-dernière place de leur liste aux européennes, croyez-le ou non. Les pôles fondent, et la montée des eaux permet paradoxalement l'existence de la goutte qui fait du verre un verre à moitié plein. Alors laissons-leur faire entendre leur voix. Encourageons ces marches pour le climat. Le combat du verre à pied n'est pas vain. On nous dit souvent de ne pas céder à la dictature de la bien-pensance. C'est là un conseil avisé que je me permets néanmoins de compléter. Si la bien-pensance existe, elle n'est du reste pas omniprésente. Arrêtons de la mentionner à tout va pour décrédibiliser les idées et les paroles des personnes qui ont vu dans l'écologie un réel combat. Non pas ceux qui s'en nourrissent pour assouvir leurs ambitions personnelles, mais bien les désintéressés. Et il y en a. C'est simplement qu'ils sont moins présents, moins exposés médiatiquement. Si je devais vous donner un exemple comme ça, le premier qui me vient, les présidents de l'SPE par exemple. Chateaubriand disait « Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent ». 3 siècles plus tard, Bouba disait « Le réchauffement climatique, c'est dû à la à ta mère ». Ces deux poètes, chacun à leur manière, nous informent des dangers de ce que les humains peuvent représenter pour la nature. Mais ce sont aussi seuls les humains qui peuvent changer les choses aujourd'hui. Pour ceux qui, comme moi, ne voient pas encore le verre à moitié vide, espérons que les verres soient au moins à moitié pleins de conviction et de sincérité, sinon le contenu du récipient risque bien de tous nous submerger. Nicolas Hulot, il est plein de motivation. Après, moi, ce que j'ai écrit, c'est qu'il fallait qu'il devienne président. Et ça, soyons honnêtes, c'est pas gagné pour 2022. On va pas se mentir. Surtout que Yannick Jadot, avec son ego surdimensionné, à mon avis, ne lui laissera pas forcément la place. Léna Headey, Cara Delevingne, Léa Seydoux ou encore Lisette Anthony. Une trentaine d'autres figures du cinéma viennent d'étoffer cette triste liste, celle des victimes du producteur américain Harvey Weinstein. Ces femmes, symboles d'un sexisme et d'une violence sans nom, sont également les principales instigatrices du mouvement féministe MeToo, plus connu en France sous le nom de Balance ton porc. La gracieuse traduction française Glamour comme ça nous avons le secret a donc tenu à souligner le côté bestial de ces viols. C'est là que surgit le premier problème. Je veux bien préciser que ces actrices n'aient en effet que peu apprécié le morceau de viande de ce monsieur Weinstein. Mais de là à en tirer des conclusions si hâtives sur leur végétarisme, sûrement pas. J'y vois très certainement une causalité, mais en aucun cas une corrélation. Il est, je pense, nécessaire de prendre un peu plus de recul pour mieux saisir l'ampleur de cette question fondamentale. Le végétarisme prend donc ses racines dans l'Antiquité grecque, où des savants cultivés, et donc logiquement des hommes, ont l'idée de se passer de viande au nom de la cause animale. Par la suite, l'histoire a voulu que les femmes deviennent majoritaires au sein de cette pratique. L'explication est simple. Durant le Moyen-Âge, période qui comme son nom ne l'indique pas, est nulle et non pas moyenne en termes de droits des femmes, la viande est associée à la chasse, à la force, vous l'aurez compris, à la virilité. Le sexe féminin, lui, est opposé dans tous les sens du terme et perd plus ou moins toute liberté. Cette petite spécificité culturelle de la femme soumise, tout de même assez répandue à travers le monde, perdurera presque jusqu'à nos jours où le végétarisme prend tout son sens dans une optique aussi bien éthique que écologique, et il y a une époque où la chasse n'a pas été remplacée par la cueillette de champignons et de pâquerettes pour une salade végane, mais par l'élevage intensif. Donc, pour résumer, si les femmes sont le plus souvent végétariennes, c'est avant tout, et encore une fois, grâce aux hommes, qui les ont placées dans cette position d'infériorité à laquelle elles ne doivent pas faire face à une pression sociale liée à un complexe de virilité. Quelle chanceuse quand même. Mais revenons-en à cette affaire de porc et de féminisme. Si l'homme dans la société patriarcale est aujourd'hui associé, mis à part l'image du porc, à l'autorité ou à la force, et donc toujours de manière implicite à la consommation de viande, quel meilleur moyen pour nos vigoureux activistes de s'emparer de ce cliché pour protester contre ces inégalités persistantes. Le végétarisme passe alors du statut de féminin à féministe, et le credo Balance ton porc embrasse, sublime et fait converger les luttes pour l'écologie et l'égalité des sexes. Toutefois, tentons de dépasser les apparences trompeuses et de voir plus loin que les évidences. Il me semble frappant que ce slogan Balance ton porc possède une toute autre dimension bien plus dangereuse pour notre société que la simple incitation à la maltraitance porcine.
Et au-delà du problème que représentent les violences commises sur les femmes, je suis persuadé que c'est une véritable attaque contre le secteur de l'élevage et contre notre patrimoine français qui se déroule sous nos yeux. Car oui, réfléchissez-y et prenez cette devise au premier sens. Qui donc aurait intérêt à voir disparaître la consommation de porc au sein de notre culture occidentale? Qui donc a déjà commencé à s'y attaquer dans les cantines de nos écoles? Je vous le demande. Posez-vous la question, quel groupe d'intérêt souhaiterait que nous balancions nos porcs? Tout semble concorder pour affirmer qu'un certain lobby ait profité de ces tristes événements pour faire la propagande d'un malheureux végétarisme détourné et en plus de cela incomplet. Vous l'aurez compris, le végétarisme, ou tout du moins le balançage de porc, pour rester dans le sujet, passe subitement du fier et lumineux statut de féministe à un nouveau statut plus sombre et sournoisement dissimulé à nos yeux par un voile d'obscurité. La dissidence sexuelle et le végétarianisme sont comparables. Les bonnes sœurs sont-elles les championnes de l'écologie? Question très complexe. Demandez à Mère Teresa pour ça. Le réchauffement avec le changement climatique, la montée des événements naturels catastrophiques, des îles entières dans l'océan Pacifique. Chaque jour, les titres des journaux nous inondent, les articles de presse nous submergent, les appels à l'action font irruption. Et pourtant, le statu quo reste le même. Le monde ne change pas, au moins l'humanité ne change pas. Mais en changeant rien, on change tout. Et le monde change malgré nous. L'humanité tente toujours de mesurer son épanouissement en se situant sur des courbes d'indifférence, en calculant le profit et en oubliant les externalités négatives qu'elle produit. Mais je l'affirme, je le dis haut et fort, à vous ici, assez, fini, ça suffit. On ne peut plus vivre sur l'énergie du pétrole, du gaz, des énergies fossiles. Il faut désormais trouver une énergie infinie. C'est là qu'on se rend compte qu'on est passé à côté de quelque chose de tout à fait rempli de beauté. Lorsqu'on arrive à s'émanciper de l'énergie du monde qui nous entoure, celle qui contrôle tout, celle qui domine partout, mais qui, en dépit de notre consommation, nous a laissé complètement vides, en désespération. Car oui, c'est ça l'avenir de l'humanité, la puissance de l'espoir, tout à fait. Sa source ne vient pas de la terre sous nos pieds, et ne pollue non plus l'air respiré. Au contraire, sa source, on la puise de nous-mêmes. Cette énergie qui ne cesse d'étonner, de surprendre, de changer notre regard, c'est bien sûr naturellement l'énergie de l'espoir. Imaginez, je vous donne un exemple. Samedi prochain, 8h du matin, ici, galop typé. Vous n'avez pas assez révisé, entre parenthèses, pour Sciences Po, peu probable, je sais. Mais vous voyez les sujets, et malgré votre méconnaissance des autocraties éclairées, manifestement pour Monsieur Laval, le sujet d'actualité, vous commencez quand même à écrire avec l'énergie, avec l'espoir que vous pouvez au moins sortir avec l'esprit apaisé. Dans le désespoir que notre planète semble nous promettre, l'espoir devient essentiel, fondamental. Au présent, nous croyons continuellement à la puissance du possible. Mais c'est en se tournant vers l'avenir qu'on commence à penser l'impossible. Face à la possibilité de ne plus jamais écouter le chant des oiseaux, de vivre toujours dans un éternel été, l'humanité s'éveillera, se réveillera. Le futur, c'est la beauté de ce qui n'est pas. Et ça, c'est la plus grande source d'espoir qu'il peut y avoir. En tout cas, je l'espère. Et je vous invite à me rejoindre pour le bien de notre terre. Merci à vous. Alors, est-ce que Greta Thunberg, elle est une source d'espoir pour vous? Je pense que Greta Thunberg
représente bien l'énergie de l'espoir qui doit émerger à l'avenir et qui doit tous nous submerger. La plaine, pourtant d'habitude paisible, tonne. Yaka sort de son tipi. Il ignore ce qu'il a mis le feu aux poudres, mais les cow-boys sont là. Les sabots des chevaux grondent, les tambours cognent, les fumigènes commencent à crépiter. En moins de 10 minutes, le village est mis à feu et à sang. Les corps gisent, les bêtes se sont échappées, les Indiens hurlent. Je suis la sueur froide de Yaka. Lorsqu'il sort de sa cachette et revient au camp de son village, Yaka voit les flammes dévorer son tipi. La défaite est absolue, il n'a plus qu'à pleurer à chaudes larmes son village, ses proches, se laisser castiner par sa faillite. Mais il se dresse fièrement. Il contemple le brasier, d'un œil droit, la tête haute, le regard fier. Il se saisit d'une grande couverture et l'utilise pour faire des signaux de fumée. Parce qu'il faut que tous les villages sachent, il faut que toutes les tribunes voisines sachent. Il faut qu'elles apprennent le drame, qu'elles déterrent l'âge de guerre et qu'ils partent chercher revanche, qu'ils partent scalper tous ces rigolos en Santiago, leur montrer que la plume vaut mieux que l'épée. Je suis la vengeance narquoise de Yaka. Et quand Yaka était encore papouze, je passais le plus clair de mon temps par terre. Quand les squaws le grondaient, je baissais la tête. Quand les animaux dangereux passaient, je descendais. Quand le grand chef passait, je descendais. Et bref, quand je n'étais pas par terre, je cherchais quelque chose de chaud pour me rassurer. Face aux difficultés, j'étais détourné. Face au chagrin, j'ai été noyé. Je suis le regard de Yaka. J'ai observé avec admiration l'arrivée de machines à moteur, de trains, de bateaux. J'ai suivi l'envol de leur fumée vers le ciel. Tonight, I'm going to tell you a story. A true story. Inspired by love and honesty, by hope and faith. It's the story of a man and a woman. Him and her. He and she. Tonight, they're called Jack and Rose, but who knows what their names could be tomorrow. They could be James and Kate, David and Mary. They could be anyone. It could be you with her, or you with she. It could be anyone. You're Jack and she would be your Rose in a world of blooming flowers and men ready to fall in love with them. Tonight, however, let me tell you my story. On a warm European summer night, on July 20, 2018, Jack and modern-day Rose do not meet on a state-of-the-art cruise boat on its way to New York, in an effusion of arts, wealth, and aristocracy, but in a dirty nightclub in Amsterdam after a couple of drinks and some heavy techno DJ sets. It is love at first sight, one would say. Jack's a Royal Marine, now it had to be about the sea though, hadn't it? And Rose 2.0 is a student at some far-off, arrogant French school, commonly called Sciences Po, although the people there don't feel common at all. French ego, tell me about it. Now, the two lovebirds, by the joys of WhatsApp, Messenger, Skype, and all those other magical tools Google and Facebook provide us with, managed to keep up the most cringy, romantic, long-distance relationship ever. Postcards and teddy bears, French wine, and little weekends away. Jack doesn't draw, he texts. Selfies, it is. Text me like one of your French girls who says, it's the love story of a lifetime. And on weekends and holidays, it's eggs in the morning with avocado toast from New Zealand, bananas from South Africa, steak for lunch, sushi for dinner, Nutella with fresh strawberries for a snack in December, take out food, kilos of plastic, and God knows how many planes and trains to keep up the pace of that voracious love. A plane a month, a kiss a month. That's all that mattered to our two young lovers. Jack and modern-day Rose really didn't give a fuck about the environment. Selfish little bastards. Together on planes, on trains, and luxurious rental cars, resorts, they discovered the world they were slowly ruining. Their youth and the power of their love didn't make up for the destruction they were causing. For the planet they were ruining, for the future they would no longer be living. Jack gets sick.
It's cancer, they say. Pancreas. The doctors look worried. 3 months at most, they say. It's too late. Rose gets sick too. Cancer. Kidney this time. She won't die of it. Irony of history that keeps repeating itself. History got the best of our lovers. Modern Jack will die and Rose will survive him, just like they did before, just like they always will. It's the avocados, the planes, the iPhones and the trips away. A plane for a weekend, it all comes to an end. Amazon is no longer a place in Brazil, it's the mountain of packages waiting for you at home. There are no icebergs anymore for the Titanic to crumble on, but both our lovers wrote their own tragedy. With their lavish lifestyle, ignorance and selfishness, they turned their fairy tale into a wreck. Pollution is the new iceberg and global warming is the new boats. Thank you. Love icebergs? I love ice cream, but I guess it's a bit too cold in Nancy. Mesdames et messieurs du jury, mesdames et messieurs, mes chers camarades, regardez autour de vous. La fin est proche. Alors que les politologues organisent la cité, que les météorologues prédisent le temps et que les anthropologues étudient l'humain, les collapsologues nous annoncent l'apocalypse. Eux qui croient savoir ce qu'ils ne savent pas, n'ont de savant que le nom. Que dis-je? Le suffixe. Log. À leur tête, Greta, entourée de sa horde de lutins apeurés, piaffantes oies de vertu qui noircissent le monde et attirent les nuages. Ah, ils ont bien choisi leur maître. Comme le dit le proverbe, on élit les dirigeants que l'on mérite. En l'occurrence, une petite risogole agitée du bocal. Mais Greta n'est pas Cassandre. Les prophètes de la fin du temps se trompent. Ils prêchent la bien-pensance, jouent avec nos émotions et exploitent la tentation morbide de l'homme pour l'apocalypse, nous entraînant dans leur désespoir. Ils préfèrent le catastrophisme au pragmatisme, plongeant le débat sur l'écologie dans un gouffre idéologique sans fond. Ils se voilent la face. Écoutons-les donc, ces témoins de Jéhovah de seconde zone. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire désormais? On va quand même pas chanter Kumbaya en se tenant les mains. Implication. Revendiquer sans cesse l'effondrement n'engagera pas plus de changement que la danse d'un gourou n'amènera la pluie. Au contraire, l'idéologie archi-décédée qui voudrait que les évolutions de la société nécessitent de faire table rase de l'existant est contre-productive. Ne nous trompons pas, le totalitarisme tautologique vert ne sert qu'à gonfler les voiles d'un mouvement qui, depuis si longtemps, a perdu son souffle. Le message de cette rébellion en voie d'extinction nous rend léthargiques, alors que c'est l'espoir qui fait vivre. Aucun changement, aucune transformation ne peuvent survenir sans la perspective d'un avenir meilleur. Merci beaucoup. J'avais laissé le jury
Arthur me disait que des babos se sont glissés dans la salle. Tu peux rester, Colette. Hein. Comment les reconnaître? L'odeur, déjà. Le style, ensuite. Les poils sous les bras pour les femmes. Les boucles d'oreilles pour les hommes. La conversation, ensuite. Le meilleur moyen de cerner un babos, c'est de converser avec. On s'en rend tout de suite compte. Un babos, ça vous sort des phrases du style « Ah, mais sans pétrole, la fête est plus folle. » Non. Premièrement, sans pétrole, pas de voiture. Donc personne ne vient à la fête. Sauf les Allemands, peut-être. Enfin, si avec des Allemands une fête est bien, sans Allemands, la fête est pareille. Il y a même des pays où la production d'électricité dépend du pétrole. C'est-à-dire que sans pétrole, pas de musique, pas de néon, pas de cigarette électronique. Moi, je trouve ça pas bien. C'est interdit, ça aussi? Donc, bientôt, on n'aura plus le droit de rien faire, comme tu veux. Ok, mais alors pas le pétrole. Pourquoi le pétrole, d'ailleurs? Le pétrole, c'est le voyage, le pétrole, c'est la puissance, le pétrole, c'est la guerre. Le pétrole, ça fait vendre des films, mec. Mais attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas sans savoir que le pétrole peut parfois avoir quelques effets néfastes. Bien au contraire. Je suis fier d'être un citoyen de la France, ce grand pays dont le président se bat farouchement contre le réchauffement climatique. Il n'y a pas de raison de rire. Ne me prenez donc pas pour un avocat de l'or noir ou un masochiste du gaz de schiste. Ne croyez pas que je suis un quelconque représentant des syndicats de pétrole ou de l'OPEP. Non, non, je les déteste, les pays qui vendent du pétrole. Le Venezuela, par exemple. Dont la visite m'a laissé des séquelles douloureuses. Cher public, je vous le jure, donc, droit dans les yeux. Je n'ai jamais eu, et je n'aurai jamais de relation avec un pays qui produit du pétrole. Attendez. C'est le boulot. Non, du coup, je retire ce que je viens de dire. Évidemment, je travaille pour eux. À peur, ils ont eu Neymar. Vous pensez qu'ils ne m'auraient pas? Et en même temps, oui, ça va, 2 secondes. Et en même temps, cessons de nous mentir à nous-mêmes. On est foutus là. Ce ne sont pas les mots esquis que nous avons entendus ce soir qui sauveront les Esquimaux. Et alors, amusez-vous les jeunes. Et avec du pétrole. Conseiller de M. Macron ou d'un pétrolier? Vous pouvez répéter la question? Qu'est-ce que vous préférez, être conseiller de Macron ou d'un chef pétrolier? Vous pouvez répéter la question? Cher public, cher juré, être écologiste sans être anarchiste. Je ne sais pas ce que pense notre superbe association environnement, mais cela me semble impensable. L'anarchisme, c'est refuser toute forme d'État, qui, tout en prétendant nous protéger, attente à notre liberté. Le raisonnement semble logique. Si on revient à un état de nature, sans être perverti par la société, alors la nature ne peut être pervertie par cette même société. Et oui, tout aussi étonnant que cela puisse paraître, il n'y avait pas de big pollution à la Grèce antique. Enfin, je m'égare. Revenons à l'écologisme anarchique. Il suffit de voir les idoles qui poussent notre jeunesse à sécher l'école au profit de l'écologie. Ce sont de parfaites illustrations de l'anarchisme de Proudhon à Bakounine, en passant par Kropotkin. Voyez plutôt, Greta Thunberg est tout à fait représentante de l'anarchisme.
invité à l'Assemblée nationale, invité au Parlement européen, invité à l'ONU, invité à Davos, et même invité par le pape, instance essentielle de l'anarchisme. De même, Yannick Jadot, dont on peut saluer la percée aux européennes, sûrement par la séduction de son écho ou égo-anarchisme, tellement convaincu par l'anarchisme qu'il quitte Greenpeace pour Europe Écologie Les Verts, puisque l'association milite évidemment bien trop dans le cadre des institutions, contrairement au parti. On a aussi Bernie Sanders, candidat à la primaire démocrate pour les 2-3 qui ne suivent pas au fond. Lui propose un Green New Deal, New Deal qui rappelle évidemment un fort désengagement de l'État dans les années 30 aux États-Unis. Parlons aussi de ces associations pseudo-écologistes, mais qui servent évidemment le capital et le gouvernement. Greenpeace, repoussoir et instrument du système pour détourner de l'écologie, probablement manipulé par des milliardaires du capitalisme vert. On a aussi Extinction Rebellion, parti mainstream, qui voudrait concilier libéralisme et écologie. Je leur promets pas un grand avenir. Tous ces exemples, aussi absurdes qu'un procès fait par des étudiants condamnant un État pour un crime qui n'existe pas encore, ont bien sûr pour but de vous faire réagir. L'écologisme, aujourd'hui, est bien loin de l'anarchisme. On peut même penser que la lutte contre le réchauffement climatique nécessitera un État interventionnisme. On parle même de dictature verte. Et c'est là qu'interviennent nos amis les climato-sceptiques, avec une comparaison tout à fait environnementale. L'écologie, c'est comme une pastèque, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Bien loin de l'anarchisme donc, puisque communistes et anarchistes ne s'apprécient guère. Je finirai donc en disant que l'anarchie n'est pas nécessaire à l'écologie, mais que l'écologie est nécessaire. Sinon, ce sera l'anarchie. Alors, c'est comme la pastèque, les écologistes, c'était communistes. C'est ce que l'on veut nous dire. C'est pas nécessairement mon point de vue. Je veux dire, il suffit de regarder Yannick Jadot, pas spécialement communiste, il me semble. Let's play a game. Turn around. Look at your comrades. No, I'm really serious. Just look at them. That's not the phrase. Look at them. We all look alike. 2 feet, a head, and full of stress. We are all the same, but are different. We say fuck evolution. We give the future students no more future. What have we become? What does one do when one sees a threat? A cockroach. We destroy it. We eliminate it, we crush it, burn it, and kill its offspring. It shall never see this beautiful planet of ours ever again. What do we do as a people seeing the current threats? Our land is polluted, our food full of poison, our babies are stuffed with plastic. We do not destroy the threat, we do not crush it, we do not eliminate it and burn it. We burn oil. We choose hating other skin tones. We choose to believe mass media. We choose killing future us, killing future brothers and sisters, future neighbors and friends. We choose democracy. We choose to vote. And we give away all rights, all rights. We hand our voice and opinions over, all for years, and we stay silent. One question, why? The threat, it's identified. We have it crystal clear on paper. Scientists can name the polluters which are ripping through the base of our future. Ripping through fabric of future enjoyment, love and happiness. We choose black rivers, bloody diamonds and battery acid. We
We choose? Is it us who choose? No! It's them! The damn neighbors who hate Greta and refugees, remember? Their grandpa was also a Nazi. Write down their names. Choose your futures. We as a people will get rid of the scum which pisses on our future graves. They're not human. They do not belong to us. They're it. The sharp teeth which rip our throats. Blah blah blah, democracy, blah blah blah, respect. Enough. We will not tolerate this. They have to suffer for what they have done. Okay, look how easy it would be, just getting rid of them. I'm German, and let me tell you one thing. Killing off opposition is not any option. That's how you get the leaders who are the best at dissolving their opponents in acid, not the best at solving problems. Teamwork is king. You could never cook the best steak if nobody told you how bad it actually was. We need critiques. We need people who help us get better in order to win. It's easy. It's huge. They make us better. Embrace your opponent's hatred. Choose participating and reforming democracy instead of strangling your neighbor. Choose the Green New Deal. And you personally, would you like to become a green dictator? No, like last sentence I said, I'm a strong supporter of the Green New Deal. Google it. Really good political stuff. Vous le reconnaissez? Avec son regard perçant, son poil hirsute, son ardeur tenace et sa force rhinocérique. Hein? Mais si, Sid! Cette créature unique qui a marqué notre enfance. Un paresseux imaginaire. Das ist nicht mein Bier! Crieraient les germanophones parmi nous. Mais il faut tout de même que nous mettions de l'eau dans notre vin. Car même si au fond, l'alcool c'est de l'eau, nous devons garder une vision solide de notre monde pour cerner un enjeu qui émerge. Le déclin de l'âge de glace. Et cela n'est que le sommet de l'iceberg. Sid est non seulement une créature qui peut faire rire les enfants, mais aussi et surtout un personnage capable de faire pleurer les adultes. Pardonnez-moi, j'ai un peu chaud. Oh. On entend bien parler de Sid. Il paraît inexistant comme le directeur de Menton. Alors, sidéré par l'assiduité de la situation, j'ai été incité à chercher avec une considérable assiduité notre cher paresseux Sid. Durant la semaine qui s'est écoulée, je me suis fait disciple, non pas de Socrate, mais de Scrate, cet écureuil à dents de sabre préhistorique qui n'arrive pas à attraper le blanc qu'il veut déguster. Sauf que moi, voyez-vous, j'ai pu trouver mon trésor. En effet, après quelques recherches, j'ai trouvé un profil Twitter qui semblait être le bon. Parmi les innombrables tweets que ce compte avait écrits, on pouvait trouver des publications teintées d'une certaine conscience écologique. Winter is not coming! Ou encore, et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité! De surcroît, ces mots étaient rarement laissés sans le hashtag SidAction. Le paresseux paraissait lucide face aux défis environnementaux actuels. Sid avait muté en éco-Sid. Mais s'agissait-il vraiment de lui? Des amis que j'ai accompagnés à la marche pour le climat m'ont expliqué l'avoir effectivement vu dans les rues de Paris brandissant sa pancarte « Macron, si t'es champion, arrête la pollution !» Ainsi, Sid est bien devenu un militant du dimanche qui manifeste les vendredis et les samedis. Bien qu'il soit engagé pour l'usage des matériaux recyclables, l'éco-Sid n'est pas un activiste en carton. Son engagement est renforcé par son soutien pour la grande figure écologiste qui est Greta Thunberg. Il se veut que l'éco-Sid se soit révolté contre l'écocide.
Partant, le paresseux veut coûte que coûte, éviter la fin de l'âge de glace. Un petit poète contemporain inconnu au bataillon, Necfeu, a écrit un splendide chiasme. J'ai vu autant d'humanité chez les animaux que d'animosité chez les humains. Mais si les enjeux du monde réel peuvent intéresser un être imaginaire, Cid, le dilemme du prisonnier doit-il rester un dilemme cornélien? Plan climat ou plan cul, nos dirigeants battent-ils le Nord? Faisons comme quand on découvre un sujet de dissertation et analysons pas à pas, en élève très scolaire que nous sommes, les termes qui composent cet intitulé. Commençons par plan climat. Voyons. L'environnement, c'est un thème à la mode en ce moment. Les influenceuses se jettent dessus. La petite Greta, elle, a trouvé le secret pour accumuler le plus de followers possible sur Instagram. Elle va crier dans le monde entier qu'on est en train de tuer la planète. Mais voyager, ça ne se fait pas à pied, ça veut aussi dire polluer. Avant, on disait c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Maintenant, on dira c'est Greta qui se fout du climat. Mais restons sérieux et ne tombons pas dans la critique facile. Revenons-en au plan climat. Bon, pour être honnête, je ne savais pas ce que c'était ce plan climat. Donc, fière représentante de ma génération Z, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai tapé dans Google, à savoir le moteur de recherche le plus écologique du monde, c'est bien connu, plan climat. Et là, enfer et damnation. Encore lui, toujours lui, Nicolas Hulot. En 2017, Nicolas Hulot a présenté un plan climat au gouvernement, patati patata, et je me suis dit, impossible, pour moi et pour tous mes camarades de politique et gouvernement, je ne peux pas écrire un fichu discours sur ce Hulot qui nous a déjà pris la tête lors d'un galop. Je me mettrai à parler de réforme constitutionnelle et personne dans l'auditoire, excepté bien sûr M. Zannet, ne serait captivé. Bref, pas moyen d'écrire un discours là-dessus. Je propose qu'on raye plan climat du sujet et qu'on passe à la suite, je suis pas maso non plus. Plan cul. Je prie le jury de noter la savante transition que j'ai réalisée entre mes deux parties. Passer de plan climat à plan cul, fallait y penser. Les intentions de nos présidents sont finalement assez évidentes. Me pousser à abuser de la belle langue française pour salir le thème du climat en évoquant le mot qui commence par S et qui finit par X. Je pourrais m'embarquer dans de grandes envolées lyriques en inventant des liaisons à nos présidents et en parlant de leur taille. Des présidents, bien sûr. Parce que d'un De Gaulle à un Sarkozy, je suis sûre qu'il y aurait beaucoup à en dire. Mais je me refuse à faire ça. Mais je me refuse à cette solution de facilité qui est de vous entraîner dans le registre paillard en usant de contrepétries et de métaphores. Par respect pour le politiquement correct, je vais censurer mon propos et censurer les intentions graveleuses des présidents. On raye plan cul du sujet également. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste du coup? Nos dirigeants perdent-ils le Nord? Si les politiques perdent le Nord, alors autant essayer de les aider et chercher où est-ce qu'il est le Nord. Si on vient de chez moi, Lyon, Nancy c'est le Nord. Mais j'ai découvert à l'étude d'une carte que nous n'avions pas encore atteint le point septentrional français. Si on continue à monter, on tombe sur une zone sombre, où les gens trébuchent comme des zombies et les voitures n'arrêtent pas de caler. Si on continue à monter, on arrive en Scandinavie. Pas grand chose à dire, à part qu'il y fait froid et que notre influenceuse préférée, la petite Greta, vient de là-bas. Mais je ne pense pas que ce soit de ce Nord-là dont il est question. Non, ce à quoi fait référence notre sujet, c'est sans nul doute le pays du Père Noël. La banquise, bien sûr, l'Arctique, un pays merveilleux qui nous fait rêver enfant, mais qui aujourd'hui, malheureusement, disparaît. Parce que moi, en bonne étudiante de Sciences Po, je regarde des infos, et de la banquise, bientôt, il ne restera que de l'eau. La banquise, elle fond, et dans le fond, j'ai réalisé que c'était un peu ma faute. J'ai commencé par supprimer le plan climat. Ensuite, je vous ai parlé de cul, et sans le vouloir, j'ai réchauffé l'atmosphère. Résultat, la banquise fond, le Grand Nord disparaît, et au final, nos politiques, ils peuvent continuer de chercher. Le Nord, ils ne le retrouveront pas, ils l'ont perdu à tout jamais. Vous avez supprimé tous les termes du sujet, reformulé le sujet, alors comment vous le reformulerez?
Je vais vous laisser sur une petite contrepétrie que j'ai essayé de caler et j'ai pas trouvé le temps. Le chef de l'ENA aime le Porto. Voilà. Ce que je vais vous dire va sans doute vous étonner, mais quand j'ai vu mon projet, j'avais bu. Non, ce n'était pas un autre sublime flunky où un trop grand nombre d'entre vous ne sont plus présents, mais une soirée où une copine m'a dit que le meilleur moyen de départager une cup d'une éco-cup était de faire une enquête de terrain, une enquête d'application en somme. J'ai donc demandé à une personne qui semblait très enthousiaste à l'idée de tester ces deux objets, Émeric Job, s'il était cup ou pas cup, de le faire. Et il s'est aimablement dévoué corps et âme. Bon, je ne vous cache pas qu'il y a eu quelques complications dans ce projet, mais avec un peu de bonne volonté, l'humain est capable de se dépasser. C'est donc le premier jour du test. Émeric décide de commencer par la coupe menstruelle. Bon, avec la cup, c'était un peu ça passe ou ça casse. Et malgré l'abnégation dont il a fait preuve, ça a cassé. Moment terrible. Il est obligé d'être hospitalisé en urgence et laisse en plan Nils pour les exposés qu'il faisait à deux. Il reste bloqué pendant 3 jours. Et c'est seulement quand il est revenu à Sciences Po avec ses béquilles que j'ai compris que pour lui, la coupe était vraiment pleine. Mais contre toute attente, et saisissant son courage, il a décidé de continuer l'expérimentation malgré les nombreuses recommandations de la bulle la plus proche de ses amis. Après une convalescence bien méritée, il teste donc l'Eco-Cup. Et là, c'est le drame. C'était une soirée d'octobre. Nous étions à la bulle. Soirée. Et au mépris de toutes les mises en garde, il décide que cet Eco-Cup n'était pas un verre, non, mais un shooter. Et il boit encore, et encore, et encore, si bien que totalement bourré, ce qui devait arriver arriva. Dans un sursaut de trop, une partie du plafond s'effondre. Le volume tombe sur les guitares, des enfants sont blessés, et le gendarme de Bladis est obligé d'intervenir. C'est à ce moment que j'ai compris que c'était un cup dans nos vies. Une situation plus que préoccupante était apparue. Un bloc se formait autour de moi. Il me fallait cuper les ponts avec lui. C'était la cerise sur le gâteau, le glaçage sur le cupcake. Le cuperet était tombé. On me somma de ne plus demander de service à Émeric, d'abandonner ce projet et celui avec qui j'étais copain comme cochon. On me cupa du monde en somme. Je n'étais pourtant capable d'aucun crime, si ce n'est d'avoir voulu pousser à fond mon sujet. Cependant, je dois avouer que cette histoire est devenue célèbre avec le temps, et que l'on a même vanté les mérites de cette expérience dans des pièces de théâtre. Tenez, j'en ai un extrait ici, Cyrano de Bergerac. C'est un roc, c'est un pic, c'est une cup. Que dis-je? C'est une cup, c'est une péninsule. Avec autant de private jokes, Gabriel Coutts fait-tu partie du pool? Ces allégations sont évidemment très vulgaires, et étant au bureau du CRO, je ne supporte pas cela, je pars donc. Au revoir. Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai des amis qui sont aussi mes amours. Cette chanson est non seulement immonde, elle provoque des acouphènes pour vos oreilles, mais surtout les paroles sont mensongères. Je dirais même qu'elles sont sadiques. J'ai 2 amis qui sont aussi mes amoureux. En plus de les friendzoner, maintenant je vois avec les sentiments de ses potes. Moi, j'ai souvent été dans la friendzone, et vous aurez deviné que je suis toujours avec cette horrible moustache que je porte, et je peux vous dire que c'est pas drôle quand on vous fait expérimenter des choses, quand la fille en face nous fait croire. Passons. Ceci n'est pas le sujet de notre propos.
Les paroles sont mensongères car, mes chers camarades, le ciel n'est plus bleu. Plusieurs théories s'affrontent d'ailleurs à ce sujet. Pour certains, il est maintenant de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors non, je ne parle pas du drapeau LGBT qui flotte depuis l'ouverture de la PMA, mais de ce merveilleux spectacle de réverbération colorée qui se joue dans nos océans. Rouge, comme cette boîte de potato McDonald's, orange, comme la bouteille de Fanta qui va avec, ou alors ce jaune pipi, que certains déversent dans les mers, ou que d'autres plus insalubres dans les rues. Le ciel n'est donc plus bleu. Pour d'autres, sa teinte bleu ciel si magique s'est envolée, emportant avec elle tous les espoirs et les rêves de tous les enfants du monde. Prenons l'exemple du petit Emmerich. Le bleu ciel, ne planant plus sur la France, ses rêves se sont effondrés, lui retirant tout ce qu'il faisait vibrer. Ce petit garçon à la chevelure pailletée d'or, si innocent à l'origine, ne parvient même plus à regarder ses programmes télé favoris. Imaginez, il doit éteindre la télévision au bout de 30 petites minutes, ne supportant plus de voir le bleu azur de Marseille chercher le ballon au fond des filets. Il repart la tête basse, dans sa chambre, en gémissant. « Pas ça, Stern! Encore! On va m'appeler autant que d'heure !» Vous l'aurez compris, ceci n'est donc pas à prendre à la légère. Si vous voyez d'autres petits garçons, comme Emmerich Job, atteints de marseillite aiguë, s'il vous plaît, ne le laissez pas seul, agissez. En ce qui me concerne, je crois que le ciel n'est plus bleu, mais que c'est de sa faute. Cette année, le ciel est rouge. Tel du sang, il appelle une soif de revanche. Depuis les tricheries lâches de l'année passée, une tempête est en train d'émerger. Si puissante, certaines espèces de la biodiversité se retrouveraient menacées. Car comme les êtres humains l'ont fait avec la planète, au collégial, elle détruira le havre de paix et les violettes. Le tout accompagné de cette mélodie. C'est rouge et bon pour la planète, préparez-vous pour la tempête. Nancy déglingue, Nancy déglingue, Nancy déglingue toutes les violettes. Revenons sur l'écologie. Pour tes histoires amoureuses, pourquoi n'envisages-tu pas le recyclage? Parce que comme disait François Hollande, le changement c'est maintenant. Française, Français, Belge, Belge, mon président, mon chien, monsieur l'avocat le plus bas dentaire, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Bonjour Sienne, salut Mathieu, monsieur Zonle, coucou. Nous sommes ici ce soir pour faire le procès du genre humain. Je suis l'avocate de la partie civile et je ne vais pas attendre. 3,18 millions d'années avant notre ère, des singes mutants, descendants de poissons mutants, mutent à nouveau et Mère Nature dévoile sa dernière création, Lucie. Un instant, le monde s'arrête de tourner. Cette femme, la première que l'on peut d'ailleurs qualifier de telle, et ses descendants changeront la face du globe. En effet, et c'est du jamais vu, ces enfants s'organisent en société, Babylone voit le jour et les humains, c'est leur nom, finissent même par asservir d'autres espèces. La nature avait créé l'être le plus destructeur qui n'ait jamais existé, et elle pensait pourtant avoir fait fort avec les moustiques. En moins de temps qu'il n'en faut pour évoluer, l'histoire est pliée et la Terre est à genoux devant cette espèce qui s'est autoproclamée reine du monde. Aujourd'hui, au bord du gouffre et un pied dans la tombe, on se réveille et peu à peu, les projets fleurissent et l'humanité commence à avoir plus de casseroles au cul que Sarkozy, Balkany et Fillon réunis, ce qui, vous en doutez, n'est pas très reluisant. Les chefs d'accusation sont les suivants. Meurtre, génocide, vol à main armée, conduite excessive en état d'ébriété, trouble à l'ordre public et coup d'État. Mais celui que je viens d'énoncer aujourd'hui est d'un autre genre. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, l'accusé, c'est l'espoir. L'accusé, c'est toutes celles qui pensent que ça va s'arranger et qui voient encore le verre à moitié plein devant la mer d'Aral à moitié vide. Car on s'endort à se dire qu'il nous reste du temps. Même un peu. Si on peut grappiller 2 ou 3 mois de confort, quelques années avec la conscience tranquille, au vu des précédentes infractions commises, on ne peut qu'être sûr qu'on le fera. On ne retarde pas l'échéance en se voilant la face, on accélère le processus. Ce soir, je suis là pour mettre les fers au « ça ira mieux demain », enfermer définitivement les « on va s'en sortir » et faire taire les lendemains qui chantent. J'accuse l'espoir d'entrave à l'exercice de la justice et de manipulation des foules. Imaginez-vous en train de vous noyer. Vous coulez peu à peu, vous vous enfoncez de plus en plus dans l'eau. Mais vous êtes habitués.
Et d'habitude, dès que c'est la merde, quelqu'un arrive pour vous sauver et finalement, vous vous tirez plus ou moins de toutes les situations chétaniques dans lesquelles vous vous trouvez. Persuadé, même inconsciemment, qu'un maître nageur ou bodybuildé en slip rouge viendra vous récupérer quand vous aurez touché le fond, vous n'accordez en fait qu'une part de votre énergie potentielle à nager vers l'eau. Mais vous coulez plus vite. Et c'est ainsi que, bercé d'espoir, vous finirez mangé par les poissons dans la baie des Saint-Florin. C'est seulement au moment où l'imminence de votre mort vous frappe que vous prenez conscience que c'est fini pour vous, que votre logique et votre raison abandonnent et réveillent ce qui dort au plus profond de vous-même, votre instinct de survie. On dit souvent que les parents pensent à leurs enfants, que les amoureux transis pensent à leur moitié, que vous mobilisez en somme la chose qui vous fait vivre pour vous découvrir une force que vous n'imaginiez même pas et qui vous permettra, si ce n'est pas trop tard, de nager comme vous ne l'avez jamais fait et de ressortir peut-être la tête de l'eau. On en est là, nous. On coule et on se rassure, on se dit qu'une Eva Jolie en col en vert arrive héroïque pour nous tirer de ce bourbier, mais pendant qu'on espère, on continue de couler. Et même si elle nage bien, c'est pas dit qu'elle ait assez d'apnée pour nous atteindre. Mais si l'humanité prend conscience de sa fin, elle ne se laissera pas mourir. L'instinct de survie provoquera une activité sans précédent, et on sacrifiera tout pour perpétuer l'espèce. Mesdames et messieurs les jurés, au nom de la vie, je vous demande d'attribuer à l'espoir une peine exemplaire. Car, mesdames et messieurs, soyez-en sûrs, on va tous mourir. Qui représente au mieux l'humanité? Sur 7 milliards, c'est quand même difficile d'en choisir un ou une. Non, mais de toute façon, pas d'amalgame. On est tous différents, c'est ça qui est beau. Je sais pas. Ok, merci à tous d'être venus, merci à tous les candidats d'être passés, vraiment vous nous avez transportés, vous nous avez fait rêver. Alors certes on mourra toujours, mais en tout cas ce soir déjà on mourra moins bête, on aura tous passé un bon moment, donc rien que pour ça, ça valait le coup de recycler un petit peu pour ces quelques instants qu'on a pu passer ensemble. On vous fera savoir le nom du gagnant très De la gagnante. Ou de la gagnante, pardon. Heureusement, du coup, c'était pas un concours sur le féminisme. Mais ouais, merci beaucoup. Mais non, je suis désolé, Benji. Bravo à tous les candidats, vraiment bravo à eux, parce que c'est pas facile de passer derrière le pupitre, c'est un peu se mettre à nu, et c'est énormément d'efforts, et énormément de travail et de volonté aussi, donc on peut les applaudir tous. Et un dernier remerciement pour Monsieur Janel qui a accepté